Qu'on l'appelle le Z ou Gargamel, qu'on le soutienne ou qu'on le combatte, plus personne aujourd'hui ne conteste la place qu'a pris Éric Zemmour dans le débat public. Surtout depuis l'officialisation de sa candidature à l'élection présidentielle. Au-delà de ça, ses qualités de débatteur sont également reconnues par de nombreuses personnalités, qu'elles soient d'accord ou non avec ses idées. Mais quels sont les éléments qui participent à son succès dans les débats? Et qu'en est-il de ses qualités ou de ses défauts dans un exercice nouveau pour lui, la parole politique et le meeting? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce troisième épisode de Parole de candidat. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle 2022. Parce que c'est notre projet! Chers amis orateurs, bonjour. Avant de commencer, je vous rappelle le point habituel. Cette chaîne n'est pas politique et je commente ici les qualités rhétoriques et dialectiques des candidats et non pas leurs idées. Donc que tu sois de Génération Z ou de la France Insoumise, ne t'offusque pas si je trouve des qualités et des défauts à Éric Zemmour. D'ailleurs, je procéderai de la même façon lorsque j'étudierai la parole de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que ce point est précisé, concentrons-nous sur notre sujet en commençant par étudier le parcours d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est né en 1958 à Montreuil, dans une famille de Français juifs d'Algérie arrivés en France en 1952. Élève brillant, il est diplômé de Sciences Po Paris en 1979, mais échoue à 2 reprises au concours d'entrée à l'ENA. Après un passage éclair en agence publicité, il y est resté 6 mois, il devient journaliste et passe par de nombreuses rédactions. Le Quotidien de Paris, Info Matin, Le Figaro, Marianne, Valeurs Actuelles, Le Figaro Magazine ou encore Spectacle du Monde. Il intègre le monde audiovisuel en 2003 dans l'émission hebdomadaire Ça se dispute sur iTélé, mais c'est surtout sa participation à l'émission On n'est pas couché sur France 2 qui le révèle au grand public. Par la suite, il présente une chronique quotidienne dans la matinale d'RTL et crée l'émission Zemmour et Nolo avec Éric Nolot. Puis en 2019, il rejoint l'émission Face à l'info, présentée par Christine Kelly sur CNews, dans laquelle il débat chaque jour avec un nouvel intervenant. Enfin, en parallèle de son métier de journaliste, Éric Zemmour est auteur. Il publie 19 livres, 3 romans, 4 recueils de chroniques et 12 essais. On va en reparler, mais cette phase littéraire de la personnalité d'Éric Zemmour est très importante pour comprendre sa parole. À l'occasion de la sortie de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, et tandis que la rumeur de sa candidature grandit, il commence une tournée littéraire et annonce officiellement sa candidature le 30 novembre via une vidéo dont nous allons aussi reparler. Voilà pour une rapide présentation de ce parcours qui, comme nous allons le voir, n'est pas sans avoir d'impact sur sa parole. Mais passons tout de suite à notre premier élément, la voix d'Éric Zemmour. Avant tout, j'ai trouvé qu'il y avait finalement assez peu de choses à dire sur la voix du candidat Reconquête, si ce n'est qu'elle était facilement identifiable, ce qui représente déjà un grand atout. Ensuite, Éric Zemmour sait utiliser la puissance pour appuyer sur les mots qu'il veut faire entendre. Nous avons le choix, nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Cette qualité dans la gestion de cette puissance lui permet de participer à la force de conviction, à l'affirmation de ses propos. On constate aussi une évolution entre la parole avant son entrée dans le champ officiellement politique et après sa candidature. Avant de devenir officiellement candidat, Éric Zemmour avait un ton de voix plutôt aigu, ce qui donnait une certaine simplicité à la forme de sa voix. Il est sidéré par justement l'ambiance qui y règne, l'ambiance délétère et tout, et il se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Le débit de sa parole était lui aussi assez modéré, relativement classique, notamment sur les plateaux. Ensuite, on a peu d'exemples finalement de discours d'Éric Zemmour avant son entrée en politique. L'exemple principal est celui de la Convention de la droite en 2019. Comment ne pas se pâmer devant un art contemporain dont la beauté renvoie aux poubelles de l'histoire tous nos grands peintres du passé? Comment ne pas s'extasier devant la plume si élégante d'une Christine Angot qui fait passer Voltaire et Stendhal pour d'obscurs tâcherons? Dans ce discours, on entend clairement qu'Éric Zemmour est en train de lire. Sa voix manque clairement d'authenticité et il est dans un exercice de lecture à voix haute. Mais après sa candidature, la voix a changé. D'abord, et j'avais constaté le même élément pour Valérie Pécresse, sa voix est devenue plus grave. Cette voix plus grave lui confère un certain sérieux, une certaine solennité qui participe aux qualités que l'on peut attendre d'un président de la République. Ensuite, le débit se fait plus lent. Éric Zemmour se met à utiliser quelques silences qui participent grandement à la compréhension de son propos. Certains ont dit que j'étais brutal. Oui, cela a pu arriver, car je suis un passionné et mon engagement est total. Ça lui permet aussi de créer une interaction puisqu'il laisse à l'auditoire le temps de réagir. Et d'ailleurs, cet auditoire ne s'en prive pas. Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000... «
15 000. Enfin, dernier point sur la voix d'Éric Zemmour, c'est le temps qu'il prend avant de commencer à parler. Lors de son meeting de Villepinte, il passe 1 minute à marcher sur le plateau avant de commencer à parler. Et je te conseille grandement de t'inspirer de ce silence qui précède le discours, car il participe aussi à une forme de charisme de l'orateur. Sur la question du langage corporel, on constate là aussi un avant et un après candidature. Que ça soit en discours ou en plateau, Éric Zemmour a une posture très penchée vers l'avant, une posture également très fermée par ses coudes qu'il place devant lui, les bras en protection. C'est notamment très flagrant lors de ce discours à la convention de la droite. C'est assez dommage d'utiliser cette posture car elle crée un mur supplémentaire entre ton auditoire et ton public. Donc pense toujours à aborder une posture bien droite qui permet de faciliter le lien avec l'auditoire, mais également, là encore, de te donner une certaine forme charismatique. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Éric Zemmour après son entrée officielle dans le monde politique. Lors du discours de Villepinte et dans les meetings qui ont suivi, Éric Zemmour a abordé une posture beaucoup plus droite. Il a enfin fait attention à la verticalité de son corps. Cette verticalité lui permet d'incarner la fonction à laquelle il prétend, même s'il reprend parfois certains de ses anciens travers. La gestuelle est elle aussi beaucoup plus ouverte. On sent qu'il est beaucoup plus en maîtrise et qu'il fait attention à ouvrir les bras, à ouvrir sa gestuelle. Ce faisant, il prend plus d'espace, et ce qui, même si ça peut paraître idiot, est important vu sa carrure. S'agissant du regard, Éric Zemmour a toujours été à l'aise sur les plateaux. Lorsqu'il est en débat, il fait attention à porter son regard sur ses interlocuteurs. Mais en discours et en radio, son regard était vraiment centré sur la feuille. Là aussi c'est dommage, il perdait cette possibilité de créer une connexion grâce au regard avec son public. Heureusement aujourd'hui, les feuilles ont disparu, grâce à un outil dont je vous parle à chaque fois, le prompteur miroir. Je pense qu'Éric Zemmour est celui qui utilise le mieux ce prompteur, car il n'a plus aucun regard vers son pupitre. Enfin, j'ai remarqué 2 autres éléments intéressants dans la gestion du corps et du visuel chez Éric Zemmour. Le premier de ces éléments, c'est l'apparition des lunettes. Ces lunettes créent un changement dans la perception visuelle que l'on a de lui, mais également dans la perception de sa personnalité. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. On répercute sur une personne les caractéristiques qu'on attribue à un objet. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on fait toujours plus confiance à un médecin qui porte une blouse qu'à un médecin qui ne la porte pas. Le deuxième élément, c'est la façon dont il fend la foule pour rentrer dans ses meetings. Là encore, on constate quelque chose d'assez fort lors du meeting de Villepinte, c'est la façon dont Éric Zemmour va traverser la foule pour arriver jusqu'au podium. Cette façon d'arriver jusqu'au podium est quelque chose d'assez récurrent en politique, car on peut ainsi montrer la force des militants, montrer que de nombreuses personnes soutiennent votre politique, et donc montrer que vous n'êtes pas seul, ce qui était un fort enjeu pour Éric Zemmour. D'ailleurs, on peut noter qu'Anne Hidalgo avait prévu d'utiliser le même stratagème pour un de ses meetings, mais faute de foule, elle a annulé. Et chez Éric Zemmour, la stratégie a été gagnante, puisque c'est après ce meeting que Philippe de Villiers et d'autres personnalités politiques ont décidé de rejoindre sa campagne. Tu auras peut-être noté que je ne parle pas ici des vidéos face caméra qu'il publie sur sa chaîne YouTube. En effet, j'en parlerai en fin de vidéo. On le sait, Éric Zemmour a une rhétorique bien construite. C'est d'ailleurs la raison de son agression au début du meeting de Villepinte. Son agresseur a dit plus tard qu'il ne voulait pas le laisser parler, car il savait qu'aucun autre candidat n'était capable de contrer sa rhétorique. La base de l'efficacité rhétorique d'Éric Zemmour, c'est la construction de sa pensée. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, Éric Zemmour a une pensée construite et cohérente. Il a eu 20 ans pour travailler cette pensée et ne change pas d'avis. L'autre élément gagnant de cette rhétorique, c'est la clarté de sa structure. Les discours d'Éric Zemmour sont construits en 4 temps. Un constat, une réfutation, une proposition, un appel à l'action. Cette structure bien établie lui permet de créer un chemin dans sa pensée et d'y emmener les personnes qui l'écoutent. Avoir une structure claire, c'est s'assurer d'emmener son auditoire d'un point A à un point B, le point B étant une action à laquelle on veut mener son auditoire. Autre point fort d'Éric Zemmour, sa culture. Je l'ai dit dans ma présentation, Éric Zemmour a écrit de nombreux livres, mais surtout, il en a lu une quantité astronomique. Et cet aspect littéraire se retrouve dans sa rhétorique. D'abord à travers la sémantique d'Éric Zemmour. Éric Zemmour sait choisir un vocabulaire adapté à son propos. Il sait utiliser la nuance et la force des mots pour qu'ils servent ses idées. Oui, je l'avoue humblement, je n'ai pas 40 ans de roublardise politique et de langue de bois médiatique derrière moi. Et cette littérature lui sert aussi à puiser dans la culture. En effet, on trouve dans les discours et les débats d'Éric Zemmour de nombreuses références à des personnalités historiques telles que le général de Gaulle, Napoléon ou encore Georges Pompidou. Le général de Gaulle et Georges Pompidou l'avaient bien compris.
Il s'agit là d'un argument d'autorité. Éric Zemmour associe sa parole à celle de ces personnalités qui ont marqué l'histoire pour ancrer son propre discours dans la continuité de cette histoire de France. Enfin, il est intéressant d'étudier les figures de style et les stratagèmes utilisés par le Z. Le premier de ces stratagèmes, c'est le recours au storytelling. Le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire ou de raconter sa propre histoire pour défendre une idée. Ce stratagème est très intéressant car il permet de personnaliser le discours en associant l'idée à la personnalité de l'orateur. Ainsi, Éric Zemmour va très souvent parler de son enfance, de son histoire, de l'histoire de sa famille, pour défendre ses propres idées et se défendre également des attaques de ses ennemis. Les femmes de mon enfance, plus encore que les hommes, ont forgé mon caractère. Elles étaient, comment vous dire, tout à la fois aimantes et exigeantes, tendres et impérieuses. C'est ma mère qui m'a inculqué le goût de l'effort et de l'excellence. C'est également elle qui m'a transmis un amour immodéré de la France. Ainsi, Éric Zemmour, de par son lien avec sa mère et avec les autres femmes de sa famille, ne pourrait pas être misogyne. La deuxième figure de style utilisée par Éric Zemmour, elle est elle aussi très utilisée par les politiques, c'est l'épanaphore. L'épanaphore consiste à répéter une même expression dans une même phrase. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc je ne m'attarde pas sur ce point-là, mais globalement, ça permet de mettre un refrain et un rythme dans le discours. Et le dernier stratagème que je voudrais vous présenter, c'est l'argument ad populum. Dans ses meetings, dans sa stratégie de communication, Éric Zemmour met beaucoup en avant ses soutiens. Il lui permet de se défaire de l'image d'un candidat isolé qu'il pouvait avoir au début de sa campagne. Il met également en avant le nombre des militants, le nombre des adhérents, le nombre de personnes présentes à ses meetings. On est là clairement dans l'argument ad populum, qui consiste à dire qu'on a raison, parce qu'un grand nombre de personnes disent qu'on a raison. Il me semble d'ailleurs qu'il est le seul candidat à faire appel à ce stratagème, puisque je ne crois pas avoir entendu LREM se targuer du ralliement d'Éric Woerth ou de Renaud Muselier. Ces politiques ont fait eux-mêmes leur communication sans que cela ne passe par une stratégie de parti. Alors globalement, que retenir de cette rhétorique d'Éric Zemmour? Je pense que l'essentiel, c'est l'un des premiers points que j'ai abordé, à savoir la cohérence dans les propos. Éric Zemmour a son propre style, a sa propre pensée, et il ne s'en défait pas. Il ne cherche pas à changer de modèle de langage, il ne cherche pas à modifier son vocabulaire pour s'adapter, il a son style, il a sa manière de parler, il a ses idées, et il accepte les critiques sur le fond de ses idées. D'ailleurs, Éric Zemmour refuse notamment de parler par slogan. Finalement, le seul slogan que l'on peut lui connaître, c'est celui de la fin des discours. Vive la République et surtout, vive la France! Avec ce slogan de fin de meeting, il montre là aussi une gradation cohérente avec le reste de son discours. Pour lui, la France ne se définit pas par son système constitutionnel, puisqu'il estime que la France était la France bien avant la République. La dialectique, c'est l'art du débat, la manière de débattre des idées avec des opposants. Et Éric Zemmour est un cas à part sur ce point-là, puisqu'il a participé à de très nombreux débats en tant que journaliste, avant de le faire en tant que politique. Et cette dialectique constitue d'ailleurs là aussi l'une de ses grandes forces. Ça n'est pas pour rien qu'il est le seul candidat à accepter tous les débats. En effet, il sait qu'il maîtrise bien cet art du débat et que cet exercice lui permettrait de remonter dans les sondages, puisqu'un candidat qui n'est pas parmi les premiers a tout intérêt à gagner en visibilité et à pouvoir exprimer ses idées pour monter dans les sondages. Cette maîtrise lui vient notamment de sa connaissance des stratagèmes de Schopenhauer sur l'art de débattre. Mais au-delà de cette connaissance, la force d'Éric Zemmour en débat, c'est la manière dont il gère l'opposition. Tout d'abord, il ne cherche pas le consensus. Lors d'un débat, Éric Zemmour ne cherchera pas forcément à imposer sa position. Il va très souvent accepter la position de l'adversaire et maintenir sa propre position. Même si pour cela, il n'hésite pas à aller à la confrontation. Mais cette confrontation ne se fait pas dans l'agressivité. Il sait rester maître de lui et ne pas attaquer brutalement ses adversaires. On l'a notamment vu lors de son débat face à Jean-Luc Mélenchon, où il a su rester calme face à l'agressivité du candidat LFI. Vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Moi, je suis pour le débat. Je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on fasse entrechoquer même les idées. La démocratie, c'est ça, même des idées choquantes. Et puis Éric Zemmour sait se placer en juge des idées. Il va très souvent, lors des débats, avoir tendance à présenter comme objectif ses opinions et à rendre comme subjectif les opinions de ses adversaires. Et pourquoi il vous donne tant? Parce qu'en fait, vos a priori sont mauvais. C'est très intéressant, car une apparence objective va nécessairement renforcer la puissance de son
propos. Et le dernier point sur cette gestion des opposants, c'est le fameux Ben voyons. Ce ben voyons, c'est la suggestion d'un argument. Quelque chose qui laisse l'impression d'un argument, mais finalement n'apporte pas grand chose. Il montre qu'il estime ne pas avoir à argumenter pour réfuter ce propos. Ce ben voyons est destiné à décrédibiliser en 2 mots une attaque d'un adversaire. Et il l'utilise tellement bien que c'en est devenu un slogan pour tous ses militants. Et j'aimerais noter un dernier point sur la dialectique d'Éric Zemmour. On dit souvent qu'il refuse le terrain de l'émotionnel, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il refuse, c'est le terrain de l'émotionnel individuel. C'est une histoire d'amour. Mais alors? Mais c'est leur On a problème. le droit ça, c'est d'avoir pas une le mien. histoire d'amour. Non mais bien sûr qu'on a le droit d'avoir une histoire Et là, d'amour. C'est pas tout mon ce que problème. j'entends, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on détache ça de l'histoire d'amour. Bah oui, je fais exprès. Parce que c'est pas mon problème l'histoire d'amour, c'est pas, c'est pas mon dommage. histoire. Il ne s'intéresse pas à l'émotion entre 2 individus ou aux émotions personnelles, mais s'intéresse aux émotions des masses. Des émotions que j'appellerais intellectuelles, par exemple le sentiment de nation ou l'émotion littéraire. Ce sont des émotions qui vont finalement lui donner une image rationnelle. Je vous l'avais dit au début, je vous parlerai en fin de vidéo, justement des vidéos que fait Éric Zemmour sur sa propre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces vidéos, mais je dois avouer que globalement, je trouve que l'exercice n'est pas réussi. Éric Zemmour a l'habitude des caméras lorsqu'il est en plateau ou lorsqu'il est en meeting, mais sans doute pas lorsqu'elles sont face à lui. Ainsi, il semble gêné, ne sait pas vraiment où porter son regard, et on sent qu'il n'est pas habitué à cet exercice. Dans sa première vidéo, celle où il annonçait sa candidature, on voit que son regard hésite entre la feuille et la caméra, ce qui crée un certain malaise pour le public. En revanche, je reconnais que les images et la musique utilisées sont très bien choisies. Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Ils apportent une vraie émotion à ces vidéos et participent à la transmission de ce message grâce au pathos, à l'émotionnel du discours. Mais la voix est mal utilisée, elle semble peu naturelle, beaucoup trop travaillée, et donc on manque d'authenticité dans l'échange avec le public. Ainsi, si je devais lui donner un conseil, je dirais d'arrêter avec ces vidéos face caméra, mais de se concentrer sur les discours en meeting, qu'il semble plutôt réussir. En conclusion, Éric Zemmour est depuis longtemps un grand débatteur, et il est en passe de devenir un très grand orateur. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, sa parole fait réagir et on le constate bien en regardant les audiences de ses passages télé ou radio. Alors que tu sois pour ou contre lui, pense à aller voter. Il est trop tard pour t'inscrire sur les listes électorales, mais si tu n'es pas disponible le jour J, tu peux encore faire une procuration pour que quelqu'un vote à ta place. D'ailleurs moi, j'y vais tout de suite. Alors pendant que j'y vais, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine.